Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e épisode des Podmas. Ça y est, on est vendredi, c'est bientôt le week-end. J'ai hâte pour vous, franchement, j'ai hâte pour moi également. Comment s'est passée votre semaine ? Est-ce que vous appréciez ces épisodes journaliers ? C'est vrai que je suis passée du rien au tout et du tout au rien et des deux extrêmes. Je vous ai habitué à un épisode par mois avec des interviews, puis une grosse pause, puis des courts épisodes tous les jours. Donc rien à voir. Mais aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet parce qu'il va faire un peu mal, surtout à mon ego, mais ça y est, je suis détachée et je pense que c'est intéressant d'en parler. J'en ai jamais vraiment parlé dans un podcast, enfin déjà le mien, ça c'est sûr, mais ni en podcast dans lequel j'ai été invitée. Donc peut-être un jour que ça pourrait être développé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des raisons pour lesquelles j'ai récupéré mes droits sur un de mes romans. Donc, j'ai récupéré les droits sur 2 romans qui sont sortis la même année et que j'ai récupéré à peu près au même moment d'ailleurs. Mais que j'ai pas signé du tout au même moment, donc on va revenir sur ça. Le premier s'appelait Seven les héritiers, qui était dans une maison d'édition, et le deuxième à Michigan, qui était dans une autre maison d'édition. Seven, je l'ai récupéré pas tant par choix, même si finalement c'était une bénédiction, je vais revenir sur ça, parce qu'en fait il ne se vendait plus. Il allait finir au pilon. Et à Michigan, je l'ai récupéré parce que je ne me sentais plus en phase avec ce roman. Donc ça sera le sujet d'un autre épisode, peut-être même celui de demain, tant qu'à faire, on va faire 2 parties. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Seven. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais remonter le temps avec vous. On va commencer par les faits. Je vais vous faire un peu la ligne de vie de ce roman-là. Et une fois qu'on passe sur les faits, donc de sa naissance à sa mort, entre guillemets, presque, ouais, je vous ferai part un petit peu de mes ressentis personnels. Mais on va rester sur le factuel et le non émotionnel au début. Alors, Seven, pour donner un peu de contexte, c'était une dystopie. Donc, c'est de la science-fiction dans un monde apocalyptique. Ça s'appelait Seven pour 7 en anglais, et le sous-titre était Les héritiers parce qu'il paraît qu'il y a un film très connu qui a le nom de ce chiffre en anglais. Et donc voilà, on avait ajouté pour la publication un sous-titre en français. Et pourquoi ce livre s'appelait Seven ? Parce qu'il y avait 7 personnages principaux. En fait, c'était une dystopie qui mêlait, donc certes l'apocalyptique, c'était après une deuxième Pangée, une fin du monde, une espèce de deuxième arche de Noé. Donc un renouveau avec quelques survivants sur Terre. Et 7 personnages qui étaient dispersés sur la planète et qui espéraient donc se retrouver, en tout cas qui étaient attirés les uns vers les autres comme des aimants. Et c'était un mélange de plusieurs religions, donc chaque personnage, il y avait 6 garçons et une fille, étaient liés par les 7 péchés capitaux, mais chacun avait un bout d'âme d'une déité différente. Donc il y avait un personnage qui était plutôt lié à une déesse indienne, l'autre amérindien, l'autre catholique, l'autre grec, l'autre, vous m'avez comprise. Bref, voilà, donc ça liait un petit peu le côté magie-religion, un peu historique, et science-fiction apocalyptique. Quand j'ai écrit ce roman, donc je l'ai écrit pratiquement tout de suite après ma saga Lionheart, dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur le podcast, mais là, sur les podcasts dernièrement. Donc j'ai commencé à l'écrire autour de mes 17 ans.
Et je l'ai fini, oui, à peu près à 18 ans. En gros, j'ai mis environ un an, on va schématiser d'une manière assez grossière, à peu près un an de rédaction. J'étais pas encore à la fac. Et c'était parfaitement la mode des dystopies à cette époque. Donc entre les années 2010 et 2013-2014, c'était l'époque où on avait les labyrinthes, les divergentes, les Hunger Games, etc. etc. Donc il y avait beaucoup ce côté science-fiction, fin du monde. Et moi j'avais voulu créer mon propre monde. Donc ce roman, j'avais senti quelque part que c'était la bonne. En gros c'était la bonne pioche. Peut-être qu'un jour, si vous voulez, ou même pendant les podcasts, je pourrais revenir sur la jeunesse de Angel Heart, donc Lionheart, Pantherheart, Tigerheart, ma première saga fantasy. Je l'avais soumis dans plusieurs maisons d'édition, mais j'avais eu des retours tous négatifs, à part une maison à compte d'auteur qui me demandait donc de l'argent. On se demande pourquoi. Bref, là n'est pas le sujet. Mais Seven, j'avais ce petit truc qui me disait ok, peut-être que tu seras pas pris dans une grande maison d'édition, comme c'était mon rêve à l'époque, parce que voilà, j'étais ado. Donc à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, on pensait que la seule solution c'était les très grandes maisons d'édition, etc. Et l'auto-édition, je savais même pas ce que c'était, enfin pas d'un point de vue professionnel. Mais je sentais la dystopie, j'étais beaucoup plus mature dans mon écriture, j'étais passée d'une première personne à une troisième personne, j'écrivais toujours dans le passé, enfin donc au passé tout simplement, à ce moment-là, mais du coup j'étais passée sur un narrateur omniscient, ce qui était beaucoup plus facile pour 7 personnages parce que c'est un peu lourd. Et je sais pas, j'avais une intuition qui me disait ok, tu vas trouver un contrat. Et finalement, bouche à oreille, j'aurais pu avoir peut-être pas un contrat, mais en tout cas il y a une assez grande maison qui était intéressée. Et finalement j'avais signé pour une autre maison avant. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que j'ai compris et j'ai appris avec ce roman que les délais de réponse de maison d'édition, surtout qu'à l'époque, c'était aussi... non, j'en ai envoyé pas mal par mail quand même. Pour Lionheart, c'était beaucoup en manuscrit, donc papier par la poste, mais je crois que là, c'était beaucoup plus électronique. Et donc, j'avais envoyé mon manuscrit à une maison qu'on va qualifier de moyenne en termes de taille. C'est pas une petite maison, ça fait très très longtemps qu'elle existe. Niveau distribution, c'est évidemment pas les grands groupes, mais c'est une maison qui est bien installée, qui a son fandom. Il y a certains auteurs qui ont commencé d'ailleurs dans cette maison et qui y sont toujours et qui ont eu un tremplin vers d'autres maisons ensuite et une carrière plus développée. Et donc j'étais très très contente quand j'ai reçu une réponse positive. C'était donc à mes 19 ans. Donc un peu plus d'un an après d'avoir terminé ce roman. À l'époque, je savais même pas ce que c'était une réécriture ou presque. J'ai signé en 2015. Et je savais qu'il fallait prendre mon mal en patience parce que malheureusement, pour la bélier que je suis, pour la grande impatiente, j'allais découvrir les calendriers éditoriaux des petites et moyennes maisons d'édition. C'est-à-dire que tu signes et tu dois attendre 2 ans minimum. Ce qui te paraît énorme, surtout quand tu viens de finir le lycée, que tu viens de finir ton roman, tu le signes et on te dit d'attendre 2 ans. Spoiler alerte, j'ai pas attendu 2 ans, j'ai finalement attendu 3 ans parce que les calendriers ont changé. Donc mon contrat a été pas re-signé, mais j'avais dû signer quelque chose en plus. Je me rappelle plus exactement, on avait dû revoir ensemble. Je pourrais revenir plus tard aussi, ça peut être un autre sujet de podcast, que pareil ça va durer des heures et des heures sinon. Il y a un podcast que j'aimerais beaucoup faire, c'est pourquoi j'ai refusé 3 contrats d'édition, minimum 3, pour Secret Love Song, donc le premier tome de Coffee First, et je pourrais parler des contrats que j'ai eus par le passé. Donc ce contrat c'était mon premier, je me rappelle l'avoir fait évaluer comme je pouvais parce que j'y connaissais pas grand chose, et donc mon roman est sorti en 2018. De base ça devait être 2017. À partir de 2017 on avait bien entamé tout ce qui était les corrections, relecture, la couverture aussi, et il est sorti si je me trompe pas en janvier ou février 2018. J'habitais en Angleterre à ce moment-là, j'avais 21 ans, bientôt 22.
Et quelques mois plus tard, quelques semaines presque, je faisais mes premières dédicaces, dont je vous ai parlé dans l'épisode la première fois que je me suis sentie autrice. Donc le deuxième épisode, si je me trompe pas, parce que j'ai la mémoire très courte, des Podmess. Très heureuse du coup. Et 2 ans plus tard, en 2020, je récupère mes droits. Je disais donc que c'était pas un choix. En 2020, je me rappelle plus exactement le mois, mais presque 2 ans, jour pour jour, après la sortie, je reçois un mail de mon éditrice de la maison d'édition, très bienveillant, mais me disant que voilà, le roman ne se vend plus et qu'il est temps que je puisse récupérer mes droits. Ils m'ont pas forcé, c'était dit très gentiment, mais en gros, voilà, ça se vend plus, on va pas faire de réédition papier, même au numérique c'est pas ça, récupère tes droits quoi. Et il leur restait 11 exemplaires papier que j'ai racheté à coût, il y avait une réduction de plus de 50%, je me rappelle pas exactement. Mais en gros voilà, j'avais racheté pour pas très cher parce que sinon ils finissaient au pilon et c'était dommage. Et c'est vrai que quand on est jeune autrice et qu'en plus c'est son premier bébé édité traditionnellement, c'est son premier contrat, de se dire que des romans qui ont été imprimés, sur lesquels il y a ton nom de plume, peu importe, il y a des remerciements, à qui tu l'as dédié, bref, tout ce qu'il a passé, qui finissent à la poubelle ou à être recyclés, ça fait mal. Donc j'ai récupéré les romans et je pouvais les revendre moi-même, que ce soit sur des salons ou le bouche à oreille, donc sur les réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai écoulé assez rapidement les 11 exemplaires. Voilà. J'ai pu discuter un petit peu avec la maison d'édition, parce que forcément, c'était pas le... Enfin, c'était un peu différent, on va passer dans le côté un peu plus émotionnel. C'était forcément compliqué, et t'as un peu un poids au cœur, quand on te dit, bah voilà, ton roman il se vend plus. Enfin, quand tu reçois un mail de ta maison d'édition, c'est pas comme si tu leur parlais tous les jours, mais soit c'est par rapport aux droits d'auteur, donc annuels qui tombent, un truc avec la compta, ou si tu réécris des romans avec eux pour un autre roman, ce qui n'était pas le cas. Je leur avais proposé mon second roman, mais ils n'étaient pas intéressés par rapport... Mon second roman qui allait être édité, donc à Michigan, ils n'étaient pas intéressés par rapport à la thématique. Et donc à ce moment-là, je me disais, bon, super cette maison d'édition, mais il faut que je revoie la cible, on va dire. Mais comme à ce moment-là, je commençais doucement, mais sûrement, à m'orienter vers la romance, c'était peut-être pas la mieux, puisque c'était de base plutôt une maison... Il y avait de la romance, mais plutôt tournée imaginaire, fantasy, dystopie, science-fiction, etc. Ayant discuté avec l'éditeur, donc éditeur qui veut dire maison d'édition, j'ai pu poser la question, voilà, à ton avis, voilà, il y a plus d'ego, on est sur ce chemin en mode je vais récupérer mes droits, parce que dans tous les cas ils se vendent pas, c'est un fardeau presque. Qu'est-ce qui a pas marché? Parce que moi je m'y connais pas trop, je suis débutante. À ce moment-là, en 2020, bon sang, mais j'avais quel âge en 2020? C'était il y a 3 ans, donc j'avais 24 ans. C'est ça, je suis pas très bonne en maths. J'avais entre 23 et 24 ans en fonction du mois. Donc très jeune, maintenant avec le recul. Mon grand âge de 27 ans, je me vois donc très jeune à 23-24 ans. Et du coup, qu'est-ce qui a pas marché quoi. Et donc j'ai pu avoir une discussion assez intéressante, toujours bienveillante. Et c'est pour ça que là, je suis pas en train de remettre la faute sur la maison d'édition, tout comme je pense, et ayant compris par nos échanges email, la maison d'édition ne me remettait pas la faute sur moi non plus. Il y a plusieurs facteurs et on peut jamais être sûr. Mais il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués et qui pourraient peut-être aider moi-même, certes, mais aussi d'autres auteurs peut-être dans le futur. La première chose qui a été évoquée, c'est le fait que j'étais pas assez présente. Alors, à ce moment-là, je crois que j'avais pas de réseaux sociaux comme j'ai aujourd'hui, donc Maeva Catalano, spécialisé pour mon écriture. J'avais un compte perso sur lequel je parlais vite fait une fois tous les 4 ans en story de mes romans, etc. Mais c'était un compte vraiment perso, pas privé, mais perso. Donc j'avais pas envie que d'anciens du lycée sachent forcément que j'écrivais des livres ou
que, bon, la famille était au courant, mais voilà, des gens que tu croises et qui te suivent finalement, parce que, au bout d'un moment, Instagram, c'est devenu comme ton deuxième numéro, donc plutôt que de donner ton téléphone, tu donnes ton Instagram ou que sais-je comme réseau social. Et j'avais presque honte de partager de ce côté-là, et effectivement, je pense que ça a pêché, parce que, le côté communication. On va revenir sur la communication ensuite. Je commençais, je crois, à mettre au point un compte, mais je crois que pour ce contrat, c'était pas le cas. Il me semble que Maeva Catalano, qui à l'époque s'appelait Maeva Écrit, c'était peut-être en 2021 que je l'ai créé, quelque chose comme ça. Bref, il y avait toute une sorte de tabou et tout un blocage que je me mettais moi-même. Donc il y avait le côté réseaux sociaux, après la maison d'édition et surtout les réseaux sociaux, mais comme toutes les maisons, il y a des forces et il y a certains défauts. Donc il y a des maisons qui ont plus leur place sur Facebook par rapport à leur cible, par rapport à la communauté, d'autres sur Instagram, etc. Donc la communication pour moi c'est un tout, surtout quand t'es en maison d'édition. Malheureusement, toutes les maisons d'édition ne peuvent pas rabâcher sur ton livre, quoi. Donc ils font un post ou plusieurs quand ton livre il sort pendant 1 mois, 2 mois. Après quand il y a des réductions ou quand il y a un salon que t'es invité. Mais si c'est 1 fois par an, c'est comme ça. Donc forcément 2 ans après, c'est pas eux qui font le tapage. Et si toi t'es passé à autre chose, c'est fort possible que eux aussi, quoi. Donc la communication pour moi c'est un tout. Sinon si c'est que l'auteur qui doit faire la communication, autant être en auto-édition directement. Ensuite, une autre chose qui a été évoquée, c'était le fait de peut-être que le roman n'a pas trouvé sa place dans la maison d'édition, parce que peut-être que la maison d'édition croyait effectivement en ce manuscrit, mais qu'il n'a pas trouvé son public. Il n'a pas trouvé son public de par la cible habituelle de la maison, de par sa communauté, il n'a pas convaincu. Et encore une fois, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le titre, qui finalement était assez simple, Seven, les héritiers. Ça pouvait être la couverture. Je pourrais d'ailleurs revenir sur la couverture, parce que je l'aime bien, je la trouve jolie, mais il y avait une version ultérieure que je trouvais tellement mieux, et finalement c'est pas celle qui a été choisie. Donc ça, je pourrais revenir sur mes différentes expériences en maison d'édition. Et il y a aussi peut-être le fait que ça soit une dystopie. Parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai signé ce roman, donc en 2015, et je l'avais écrit 2013-2014, en gros, j'étais en plein boom. C'était le plein boom de la dystopie, comme j'ai cité tout à l'heure, Hunger Games, Divergente, Labyrinthe et Delirium et que sais-je, d'accord ? Sauf que en 2018, c'était plus du tout la dystopie. Alors c'était plus non plus les anges, c'était plus les vampires, c'était plus les loups-garous. À ce moment-là, je sais pas, est-ce que c'était déjà la romance qui avait fait un gros boom ? Ou dans la fantasy, est-ce que c'était les faées qui étaient revenus, donc les elfes, tout ça, je m'en rappelle plus très bien. Mais en tout cas, c'était plus la mode. Et donc, après, la roue, tout est cyclique. On le voit aujourd'hui, la dystopie est en train de revenir en France, et je trouve ça trop génial. Mais peut-être que j'ai loupé le coche. Et après, il faut pas écrire que en fonction des modes. Si vous avez envie d'écrire la dystopie, écrivez la dystopie. Justement, l'épisode avec Margot Dessen, le retour de la dystopie, qui est d'ailleurs l'épisode le plus écouté en 2023. Je reviendrai sur les stats du podcast, sûrement en fin de mois, en fin de podmas. Montre que on peut écrire dans son genre de prédilection et dans ce qu'on aime, et ça peut marcher. Et des fois, ça marche pas. Et c'était pas mon cas, mais c'est ok. Et il y avait un autre truc aussi, c'était... Alors certes, j'étais pas assez présente sur les réseaux en général, mais j'étais pas aussi présente physiquement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, personnellement, donc peut-être que je me trompe, et d'ailleurs je suis ouverte à la discussion, que ce soit avec des lecteurs, des auteurs et des professionnels du livre, aujourd'hui je pense qu'on peut être auteur sans faire de salon. On peut être auteur avec les réseaux sociaux et avec toutes les plateformes, donc Amazon et compagnie, et les sites internet et les newsletters, et ci et ça. On peut être auteur sans se déplacer physiquement. Sauf qu'à l'époque, donc, j'avais fini mes études, j'avais fini ma licence. Alors, c'est drôle parce que du coup, quand je l'ai signé, je sortais à peine du lycée, j'étais en première année de fac. Mais quand il est sorti, j'étais en année sabbatique, donc entre ma licence et mon master. Et pendant toute la promotion, j'étais pas du tout dans mon pays, j'étais pas en France, j'étais... pendant toutes les phases de correction, j'étais en Espagne pour finir ma licence. Et après, j'ai travaillé en Angleterre pendant plus d'1 an. Donc effectivement, je m'étais déplacée pour le salon du livre de Paris, mais j'avais pas fait d'autres salons. Ce qui, pour moi, me semblait pas... horrible. J'essayais d'être présente le plus possible. Mais qui,
peut-être n'a pas été suffisant. Après, quand t'es pas dans une très grande maison d'édition, tu dois payer tes propres trajets. Parfois, on te propose des salons, mais parfois tu dois démarcher toi-même. Comme si t'étais en auto-édition, pardon. Je ne sais pas si ça aurait été vraiment... Enfin, est-ce que ça aurait été vraiment différent si j'étais restée en France pour mes études ou j'aurais enchaîné avec mon master? Je suis pas sûre parce que j'étais étudiante justement. J'avais pas beaucoup d'argent à passer en train et en salon. Donc je ne sais pas si j'aurais été plus présente physiquement. Mais voilà, c'est un questionnement. Donc est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le côté physique, salon ou pas? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est la place? Je ne sais pas. Voilà, là il y a le côté égo forcément qui passait. Aujourd'hui, à mon grand âge, avec mon recul, je me rends compte que... Ah ouais, je vais te jurer. C'est pas grave, c'est mon podcast, je peux. Putain, mais c'est pas si grave. Je suis 100% reconnaissante à ce roman. Il m'a fait grandir. Il m'a apporté autre chose que Lionheart. Et pourtant, je suis peut-être finalement beaucoup plus attachée à ma première saga parce que c'est ma première saga et que j'ai réellement grandi pendant des années avec. Ça m'a permis d'avoir mon premier contrat, ça m'a permis de faire mes premières dédicaces, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis aussi de m'essayer moi-même à la promotion parce que j'avais fait une partie de promotion seule. Donc ça, pareil, je pense que je reviendrai dans un épisode sur mes expériences en maison d'édition, si ça vous intéresse. Parce que là, je vois que cet épisode fait déjà plus de 20 minutes, sinon on n'a pas fini, je vais radoter. Ouais, ça m'a permis tellement de choses. Aujourd'hui, ce roman, je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque. J'ai mon petit exemplaire à moi. Et c'est pas grave si personne d'autre peut le lire. En tout cas, personne d'autre que les personnes qui ont acheté mon roman, qu'ils l'ont toujours en papier ou non. Peut-être qu'il est sur Vinted, faudrait que j'aille voir ça. Peut-être qu'un jour, je lui offrirai une seconde vie. Aujourd'hui, je me sens pas prête. Parce que, roulement de tambour, je ne me reconnais plus dans ce roman. Il ne me ressemble plus du tout. Mais ça, c'est le sujet de demain ou de la semaine prochaine. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous passez par là, vous êtes passé par là, ou peut-être que vous passerez par là, et que vous allez écouter cet épisode, sachez que c'est pas une honte. Et que la durée de vie d'un roman est assez courte finalement. Même si on peut toujours relancer un roman et ça peut faire un boom des années après une première édition, surtout dans le circuit traditionnel. C'est pas grave. Faut voir les choses qui sont accomplies. C'est vrai que c'est difficile si c'est pas votre choix. Ça passe toujours mieux la pilule quand vous décidez vous de récupérer les droits. Après si c'est facile ou pas facile, ça c'est une autre histoire. Mais quand on vous dit gentiment récupère ton truc parce que non on peut rien en faire. Ça blesse au début, oui, parce que c'est une page qui se tourne, sans mauvais jeu de mots. Mais ouais, c'est peut-être juste une leçon et c'est peut-être une possibilité d'en faire autre chose. Voilà, je connais des auteurs qui ont récupéré leurs droits, par choix ou non. Ils ont ressorti dans d'autres maisons après avoir travaillé ou en auto-édition et c'est génial. Et c'est aussi ok, même si c'est un peu triste de se dire peut-être que pour l'instant, ou peut-être que pour toute ma vie, ce roman il est mieux dans mes tiroirs. Même si autour de moi, il y a des gens, parmi mes romans, c'est leur roman préféré. Par rapport à l'écriture, par rapport au sujet, par rapport au genre. Et ça fait chier un peu. Parfois de dire non, mais j'ai écrit des trucs tellement mieux, regarde. Tellement mieux pour mon moi d'aujourd'hui. Maëva de 19 ans, quand elle a signé, qu'elle a pleuré parce qu'elle a signé son premier contrat. Pour elle, c'était le bout du bout. Quand elle a récupéré ses droits en 2020, c'était le bout du bout. Et aujourd'hui, ça me paraît tellement trivial. Donc voilà, et peut-être que dans 2 ans, je vous refais un épisode qui a rien à voir, avec encore plus de réflexion, mais vraiment aujourd'hui, je suis détachée en me disant, je suis reconnaissante envers ce livre, je suis reconnaissante envers la Maëva qui l'a écrit, toutes les leçons qu'elle m'a apportées, sur plein de plans différents. Et je pense que dans ces moments-là, faut voir justement ces romans comme des amis. Et parfois, il y a des amis qui vont vous marquer toute une vie, mais
qui seront pas avec vous toute une vie. Il y a des amis d'enfance que vous perdez de vue, et ça veut pas dire que vous êtes en mauvais termes, ça veut pas dire que vous les reverrez peut-être jamais, peut-être que vous allez vous tomber dessus un jour au détour en retournant dans votre village ou ville d'enfance. Peut-être que vous allez jamais les recroiser, peut-être que vous allez les stalker sur Facebook. Bref, vous avez compris la métaphore. Pour moi, les livres, c'est comme les gens, ils sont parfois de passage, et ça veut pas dire que c'est un mauvais passage et qu'ils doivent vous laisser un goût amer. C'est peut-être juste des bons souvenirs, des bonnes leçons, des bénédictions, et c'est toujours bon à prendre. J'essaie de me dire aussi que j'ai eu un contrat super jeune, et je vois aujourd'hui plein de gens qui ont des contrats super jeunes, et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool, mais peut-être qu'à l'époque, j'avais pas les épaules. Et peut-être que j'apprécierais ce contrat, j'apprécierais cette sortie d'une manière totalement différente 10 ans après. Et je suis encore jeune. Alors peut-être que je vais rester en auto-édition et que j'aurai pas ce souci de récupération de droits parce que c'est moi qui décide. Donc pas de problème, si j'ai envie d'enlever un roman de la circulation, hop, je clique sur un bouton, ça repart sur mon ordinateur, mon petit disque dur, la petite disquette à l'ancienne, et puis basta. Et peut-être qu'un jour je re-signerai en maison d'édition et je vais repasser par la même chose. Peut-être que ça fera plus mal, moins mal, j'en sais rien. Mais là n'est pas la question. Bref, je vous laisse avec ces mots pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode le plus long des Podmas à ce jour. On verra si je bats ce record. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bon week-end. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!